Imaginez, au plus profond des forêts du Kenya colonial, une armée de guérillas qui sort de l'ombre, prête à défier un empire. C'est une histoire incroyable d'ingéniosité, de structures secrètes et d'une lutte acharnée pour la terre et la liberté. Alors, ensemble, on va plonger dans les coulisses de cette guerre de l'ombre. Voilà notre programme. D'abord, on va voir ce qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, on rencontrera les stratèges de l'opération. Puis, on va décortiquer leurs tactiques et leur incroyable réseau de soutien avant de terminer avec le récit d'une de leurs batailles les plus spectaculaires. Tout commence ici, à un moment précis. Un point de rupture qui a fait basculer toute la colonie dans un conflit ouvert. On est en octobre 1952. Le gouvernement colonial britannique à Nairobi prend une décision radicale qui va tout changer. Il déclare l'état d'urgence. Et attention, ce n'est pas juste une petite mesure administrative, c'est l'aveu que la situation est devenue totalement incontrôlable. La question évidente, c'est pourquoi ? Pourquoi une mesure aussi extrême ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser l'administration coloniale à en arriver là ? Eh bien, la réponse, c'est la montée en puissance d'un mouvement clandestin, la Kenya Land and Freedom Army, qu'on connaît surtout sous le nom de Mau Mau. Et on ne parle pas de quelques actes isolés, non, il s'agissait bien d'attaques coordonnées qui visaient directement les symboles du pouvoir colonial, les fermes, les postes de police et même les chefs locaux jugés trop loyaux aux Britanniques. Bon, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au qui. Parce que derrière cette rébellion, il y avait une véritable structure de commandement, avec des chefs charismatiques et organisés. Au cœur de cette machine de guerre, on trouve un homme, le Field Marshal Dedan Kimathi. Son nom de forêt, Matemo, celui qui coupe. Ça annonce la couleur, non ? C'était le stratège, le grand organisateur de cette armée de l'ombre. Mais Kimathi n'était pas seul, loin de là. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y avait une vraie hiérarchie militaire. On avait des généraux, comme Stanley Matanjench ou le fameux général Shina, qui commandaient leurs propres unités. C'était bien plus qu'une révolte, c'était une véritable armée structurée. Et leurs responsabilités étaient énormes. Ils ne faisaient pas que se battre. Ils géraient la logistique, le renseignement, la fabrication d'armes et même les serments d'allégeance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce stade, on ne parle plus d'une simple insurrection, mais bien d'une armée de guérillas organisée. D'accord, mais comment cette armée, avec si peu de moyens face à l'Empire britannique, parvenait-elle à opérer ? La réponse tient en deux mots, ingéniosité et tactique. Comme il n'avait presque pas d'armes à feu, il a fallu innover. Il se battait avec deux types d'armes. D'un côté, les armes traditionnelles comme les pangas, les machettes, redoutables au corps à corps. Et de l'autre, leur propre invention. Les fusils Pania, littéralement les fusils souris, fabriqués de toutes pièces. Et là, on touche vraiment au génie du système. Imaginez la scène. En plein cœur de la forêt, dans des ateliers secrets, ils assemblaient des armes fonctionnelles avec des bouts de tuyaux, des chambres à air de vélo pour le mécanisme de tir et des verrous de porte en guise de gâchette. C'est la définition même de la guerre asymétrique. Leur tactique était tout aussi sophistiquée. Les raids de nuit, ce n'était jamais improvisé. Tout était planifié en conseil de guerre, coordonné par des messagers, des signaux de fumée et lancé depuis des bases secrètes. L'objectif de chaque attaque, faire un maximum de dégâts bien sûr, mais surtout récupérer des armes. Mais une armée de guérillas, ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, elle a besoin de soutien. Et c'est là qu'intervient un réseau civil, une ligne de vie invisible mais absolument essentielle à leur survie. Et au cœur de ce réseau, on retrouve les femmes. Leur rôle était fondamental. Elles n'étaient pas juste des sympathisantes, elles étaient de véritables opératrices logistiques. Elles préparaient la nourriture, la transportaient, servaient d'espionnes, de messagères. Elles risquaient leur vie à chaque instant pour que les combattants puissent survivre. Le ravitaillement, c'était le nerf de la guerre et une opération ultra dangereuse. Un contact direct pouvait compromettre tout un campement. Il fallait donc trouver un système, une sorte de livraison fantôme, sans aucun contact. Et là encore, l'astuce est incroyable. La nourriture était planquée sous des troncs d'arbres, enterrée dans des caches secrètes ou déposée dans des grottes. Les combattants venaient ensuite la récupérer en suivant des instructions précises, sans jamais croiser leurs fournisseurs. Un balai silencieux où la moindre erreur pouvait être fatale. Alors, quand on met tout ça bout à bout, le leadership, l'ingéniosité, le soutien civil, on obtient une machine de guerre redoutable. Et tout ça va converger lors d'une embuscade particulièrement sanglante, qui a montré à quel point ils étaient devenus efficaces. On est en 1953. Le lieu, c'est la rivière Ruiru. La bataille qui va s'y dérouler va entrer dans la légende du mouvement Sotuo sous le nom de Mbara ya Ruiru. Sous le commandement du général Shuiwa Mararo, les combattants ont utilisé leur meilleur atout, la forêt.
Ils ont laissé une patrouille coloniale s'enfoncer dans leur piège. Et au moment parfait, l'enfer s'est déchaîné. Les fusils Pania et les Pangas ont fait des ravages. Le combat a été court et brutal. Le résultat, c'est ce que les archives appellent l'une de leurs victoires les plus sanglantes. Pour les forces coloniales, le choc a été terrible. D'un coup, ils ont compris qu'ils n'affrontaient pas une simple révolte, mais une armée organisée, tactique et bien plus dangereuse qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et cette embuscade, ce n'est qu'un exemple. Les combattants maîtrisaient l'art du camouflage, avec des peaux d'animaux, pour se fondre dans le décor. Des histoires racontent même que des chefs comme Kimati passaient des heures perchés dans les arbres à observer les mouvements ennemis, devenant de véritables fantômes de la forêt. Au final, l'histoire des généraux de la forêt Momo, c'est celle du pot de terre contre le pot de fer, où des fusils faits de tuyaux et une connaissance parfaite de la forêt ont réussi à tenir en échec un empire. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, qui reste toujours d'actualité. Face à une puissance qui semble écrasante, comment l'ingéniosité, l'organisation et la détermination peuvent-elles non seulement permettre de résister, mais aussi de redéfinir les règles du jeu ?